18h25, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Notre invité ce soir, c'est Jordan Bardella. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir Mme Ferrari. Président du Rassemblement National, vous publiez ce livre, Ce que je cherche, aux éditions Fayard. On va y revenir dans un instant. Mais l'actualité d'abord, il y a eu de lourdes réquisitions à l'encontre de Marine Le Pen dans le cadre du procès des emplois fictifs au Parlement européen. 5 ans de prison, dont 2 ans de prison ferme requis, 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, assortie de 300 000 euros d'amende, 4,3 millions d'euros d'amende, dont 2 millions d'euros ferme pour le Rassemblement National, en réalité qui était le Front National à l'époque. Comment est-ce que vous inspirent plutôt ces réquisitions, Jordan Bardella ? Elles sont graves et à mon sens inacceptables. Je pense que la justice cherche à triompher là où la classe politique a échoué, à savoir rendre Marine Le Pen inéligible et ruiner financièrement le Rassemblement National. Mais s'il y a des comportements délictuels, il faut que la justice les tranche, on est d'accord. Il y a le fond du dossier et il y a évidemment une disproportion dans les réquisitions qui sont faites de la part d'une procureure qui est une procureure partiale. Ça a été relevé par vos confrères, on a une procureure qui est chargée de faire les réquisitions du parquet, de défendre les intérêts de la société et qui vient dire « je n'ai pas d'éléments ». Mais ça m'embêterait de demander la relaxe. Cette phrase, elle a été certifiée par le journaliste qui était sur place. Un eurodéputé, M. Bardella. C'est révélateur. Elle, pour un monsieur qui s'appelle, vous le savez, Jean-François Jean-Luc, elle dit « Je lui accorde le bénéfice du doute, je ne demande pas la relaxe, pour autant, ça me ferait trop mal. » Voilà les propos de la procureure. Merci, et ça a été certifié par vos confrères qui étaient sur place. Il n'y a pas d'enrichissement personnel dans cette affaire, il n'y a pas d'emploi fictif. On parle d'un désaccord administratif sur la nature et sur le rôle de la mission exercée par les assistants parlementaires. Marine Le Pen n'a pas pris dans la caisse, elle ne s'est pas enrichie personnellement pour acheter une voiture, elle n'a pas utilisé de l'argent à des fins personnelles. Il y a une différence d'appréciation sur le rôle des assistants parlementaires qui ont travaillé. Le Parlement européen reproche à nos assistants parlementaires de faire de la politique. Pour ces chefs d'accusation, pour cette procédure qui dure depuis 10 ans, et voire même plus pour les premiers griefs qu'on nous reproche en 2004, ça, vous acceptez la condamnation s'il y a condamnation. Mais je veux dire, il y a une affaire, on fait valoir nos arguments, on défend notre probité, on défend notre innocence dans cette affaire. Cette procédure, elle concerne l'ensemble des partis politiques français, elle concerne le MoDem pour lequel les réquisitions et le verdict a été quand même beaucoup plus faible, elle concerne la gauche aussi, et on vient dire à Marine Le Pen, peine de prison, on vient requérir contre Marine Le Pen une peine de prison ferme 2 ans. Et une inéligibilité avec exécution provisoire. C'est-à-dire que si cette inéligibilité est prononcée, Marine Le Pen perd tous ses mandats et l'objectif du procureur, je le dis, c'est de sortir Marine Le Pen de la vie politique française. Et le procureur cherche à faire ce que la classe politique a échoué à faire par le combat politique, par le combat démocratique, c'est-à-dire empêcher Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle. Je trouve que c'est extrêmement grave et il y a effectivement une disproportion entre une justice qui remet des OQTF, des gens sous OQTF en liberté, qui est toujours très laxiste à l'égard des pires délinquants et des pires criminels, et qui vient requérir contre une mère de famille, l'avocate des Français, quelqu'un qui a été 2 fois finaliste de l'élection présidentielle, 3 fois candidate à l'élection présidentielle, une peine de prison ferme et une inéligibilité. Donc, nous allons nous mobiliser. Nous avons lancé dès ce soir sur le site du Rassemblement national une pétition, parce que je pense que les Français... Pétition pour dire quoi, Jordan Bardella ? mais les Français ne doivent pas se laisser faire. Voilà. Et je pense que les Français doivent se faire entendre. Vous appelez à quoi ? Parquet, un procureur ne peut pas décider, avant même l'épuisement de toutes les possibilités d'appel, du fonctionnement de la démocratie d'un pays. Encore une fois, il y a des arguments qui sont opposés d'un côté comme de l'autre sur le fond de l'affaire. Ok, il n'y a aucun problème, c'est le fonctionnement normal de la justice. Marine Le Pen accepte cela, elle s'est rendue à l'ensemble des audiences, elle a été d'un caractère irréprochable dans cette affaire, mais qu'on vienne lui dire demain vous êtes inéligible et cela vous prive de candidature à l'élection présidentielle, je trouve que c'est une dérive qui est extrêmement grave et je pense que ça choque beaucoup de Français et ça choque même d'ailleurs des responsables politiques qui ne sont pas de notre famille politique. Monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur, je pense qu'on ne peut pas, si on ne peut pas suspecter dans la vie politique quelqu'un d'avoir une proximité avec moi, avec Marine Le Pen ou avec le RN, c'est bien Gérald Darmanin. Il dit quoi ? Il dit Madame Le Pen doit être combattue dans les urnes sur le terrain démocratique. Elle ne doit pas être empêchée de se présenter. Ça pose une question. Ça en pose plusieurs. Jordan Bardella, est-ce que pour vous, un candidat à la présidentielle ne devrait pas pouvoir être condamné à une peine d'inéligibilité ? En tout cas, c'est ce qui prévaut, c'est un principe qui prévaut dans beaucoup de pays. En Suisse, vous pouvez être condamné pour
des délits, vous pouvez être condamné pour un certain nombre de faits qui peuvent être condamnables, j'ai pas de débat là-dessus, mais on ne peut pas vous empêcher de vous présenter à une élection parce qu'on considère qu'à ce moment-là, le pouvoir judiciaire interfère avec le fonctionnement de la démocratie. Pour revenir sur le principe, même dans le droit, il faut changer la loi sur la question de l'inéligibilité. Moi, je pense que je suis profondément gaulliste sur ce sujet. Je pense que la Cour suprême dans une démocratie, c'est le peuple français. Et que c'est au peuple français, et uniquement au peuple français, de déterminer qui doit ou ne doit pas être élu à un scrutin, que ce soit un scrutin local ou un scrutin national. Donc, il faut changer la loi. Je trouve, sur cette partie-là. On peut y réfléchir, mais c'est pas le moment, c'est pas l'actualité. Il y a des réquisitions extrêmement graves qui font peser l'existence même de la sincérité d'un prochain scrutin à l'élection présidentielle. Je veux dire, on parle d'une personnalité qui est aujourd'hui députée, qui, comme je l'ai dit, a été 3 fois candidate et qui envisage d'être candidate une 4e fois à la présidentielle. Donc, il y a beaucoup de Français qui, en entendant ces réquisitions, ont le sentiment qu'il ne s'agit pas là de la justice, mais d'une vengeance à l'égard d'une candidate à l'élection présidentielle. Vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, finalement, Jordan Bardella, qui dit qu'il y a en France et dans le monde un doute sur l'action de la justice dans le champ politique, et il dit une peine d'inéligibilité ne doit pas être appliquée avant l'expiration de tous les recours prévus par la loi. Il vient à votre secours, Jean-Luc Mélenchon. Voyez bien que tous les pires adversaires de Marine Le Pen, de Gérald Darmanin à Jean-Luc Mélenchon, disent la même chose. Prononcer une impossibilité de concourir à un scrutin de manière provisoire, ce qu'on ne fait jamais. Je veux dire, même dans les affaires de trafic de drogue, il est quand même extrêmement rare que des peines aussi dures et aussi fermes soient prononcées avec des exécutions quasiment immédiates, avant même que l'ensemble des voies de recours puissent être mises en œuvre. Pour être très concret, le parquet dit on applique cette inéligibilité, on requiert cette inéligibilité provisoire parce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Je pense que c'est l'inverse. Et je pense que c'est précisément l'impossibilité faite et accordée à une candidate déclarée, double finaliste, de se présenter à la mère de toutes les élections et à la mère de toutes les batailles, qui est susceptible de créer un trouble, en tout cas dans le bon fonctionnement de la démocratie française. Jordan Bardella, j'aimerais qu'on écoute Didier Migaud, garde des Sceaux. Il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Il a été interrogé sur les propos de cette procureure que l'on citait, qui dit qu'elle ne demande pas la relaxe parce que ça lui fait trop mal. Écoutez ce qu'il a répondu à notre consoeur. Je crois qu'il n'a rien répondu d'ailleurs. Mais... On va l'écouter. Je n'ai pas de commentaires à faire. Il y a des procédures qui permettent de récuser un juge, de faire appel. Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi. Donc, Marine Le Pen est en droit de saisir. Mais le justiciable a des droits et c'est heureux. Je ne peux pas, en tout cas, porter une appréciation devant vous comme ça. Ça mérite il faut être saisi, ça mérite une instruction, ça mérite des vérifications. Bon, la justice doit conserver et doit respecter un certain nombre de formes. Bon, il dit quand même, il faut que le garde des Sceaux, Jordan Bardella, il faut que ça respecte un certain nombre de formes, la justice. Mais pour vous, il ne dit rien, c'est ça? Je comprends. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit et je n'ai pas compris ce qu'il n'a pas dit. C'est qu'on a le ministre de la Justice. Le parquet est partial. Il défend les intérêts de la société, mais il obéit surtout au cabinet du ministre de la Justice. Un procureur ne devrait pas dire cela. Enfin, je veux dire, quand on est procureur de la République, quand on requiert au nom de la société un certain nombre de choses, on ne peut pas dire, en l'occurrence... dans cette affaire, et vous avez eu le professionnalisme de rappeler le propos qui a été certifié par votre confrère qui était sur place, par un certain nombre de vos confrères qui étaient sur place, le procureur dit « Je n'ai pas d'éléments, mais je ne peux pas demander la relaxe car ça me ferait trop mal. Mais tout est dit. On a donc une justice, ces réquisitions, qui est partiale, et on a donc une personne qui exprime une opinion personnelle, mais ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'une partie de la justice... fait œuvre de politisation. On a une partie de la justice dans notre pays qui est évidemment politisée et qui cherche parfois à s'ériger en une contre-chancellerie. 18h34, on est en direct sur CNews et Europe 1, Jordan Bardella. Est-ce que ça veut dire concrètement que vous vous préparez à l'élection présidentielle de 2027 dans l'éventualité où Marine Le Pen serait inéligible? Non, mais je vais vous dire, je ne rentre... Ça serait irresponsable pour un parti comme le vôtre, qui a réuni près de 10 millions d'électeurs au premier tour des législatives, de ne pas s'y préparer.
Mais ce qui serait irresponsable, c'est de répondre à ce genre de questions quand on a un genou à terre. Parce qu'aujourd'hui, mon mouvement politique, il a un genou à terre. Et vous voyez, et moi, je ne vais pas rester les bras croisés parce que un procureur, il n'y a pas eu de... Je tiens à dire et à préciser, voilà, c'est pas un jugement. Il y a une plaidoirie, le temps de la plaidoirie qui va évidemment s'ouvrir pour la défense. Et le jugement sera rendu un petit peu plus tard, au début de l'année 2025. Mais c'est de ma responsabilité aujourd'hui que de dire aux Français qu'on ne peut pas accepter que... un juge, parce qu'il a décidé d'avoir Marine Le Pen dans le nez, requiert l'inéligibilité d'une potentielle candidate à l'élection présidentielle. Donc, moi je crois dans la probité. Non, mais je me prépare à exercer le pouvoir, mais pas aux mêmes fonctions que celles auxquelles Marine Le Pen se prépare. Voilà, c'est clair. Et je crois, et je suis convaincu de la probité et de l'honnêteté totale de Marine Le Pen, comme des millions de Français d'ailleurs. Et encore une fois, on parle d'une peine d'inéligibilité et de peine de prison ferme, pour une différence d'appréciation administrative sur des gens qui ont travaillé, même pas d'emploi fictif, même pas d'enrichissement personnel. Donc je compte pas faire mon beurre dans cette période, je vous dis tout de suite, donc je vais pas répondre à ce genre de questions. Et évidemment que je serai moi aux côtés de Marine Le Pen dans cette période, parce que c'est mon rôle de chef de parti, et que c'est mon rôle aussi, dans cette période, d'appeler les Français à la plus grande vigilance. Quel état d'esprit elle est ? Elle est touchée par ces réquisitions, Marine Le Pen ? Je l'ai eu à plusieurs reprises au téléphone, Marine Le Pen et Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'elle est d'une solidité absolument remarquable. Elle est combative et elle est extrêmement déterminée à démontrer l'intégralité de sa probité dans les prochains jours. Et en tout cas, l'ensemble du Rassemblement national sera évidemment à ses côtés, comme des millions de Français qui ont un sentiment, non pas de justice, mais d'injustice ce soir, je crois. Ok, Louis Dragnel, une question. On peut imaginer aussi que Marine Le Pen, depuis hier soir, envisage la possibilité de son inéligibilité. Et est-ce que dans cette hypothèse-là, elle pourrait avoir envie de faire tomber le gouvernement un peu plus tôt que prévu ? Il y a une motion de censure. Écoutez, nous avons toujours dit, nous, que dans cette recomposition du paysage politique, nous serons les avocats du peuple français à l'Assemblée nationale. Et exclusivement les avocats du peuple français. On ne va pas juger une décision politique aussi grave que celle d'une censure et peut-être à terme d'un retour aux urnes, si le président de la République devait, face à une situation de blocage ou de grande instabilité, le décider, à l'aune de nos propres intérêts. Donc voilà, je pense que c'est des sujets qui sont extrêmement différents. S'il doit y avoir une censure à l'issue du budget, elle se fera pour des raisons politiques, liées aux mauvais choix qui auront été faits par le gouvernement sur le budget. Et si demain, il doit y avoir une censure sur un autre sujet, elle se fera à l'appréciation exclusive de ce sujet. Mais je veux dire, on ne mélange pas tout et on ne fait pas évidemment tout et n'importe quoi, parce qu'encore une fois, on aime la justice, mais on n'aime pas le désordre. Et ce soir, on a un très grand sentiment d'injustice, parce qu'encore une fois, on a le sentiment que ce qui est requis contre nous ne relève pas de la justice saine et objective, mais en tout cas d'un choix partial et d'un choix qui vise à interférer avec le bon fonctionnement et le bon processus démocratique. Jordan Barnell, on va écouter quelques Français interrogés après les réquisitions contre Marine Le Pen. Sentiment assez partagé, vous allez le voir. Alors c'est un échantillon qu'on a trouvé avec nos journalistes. Mais écoutez, c'est intéressant ce que disent les Français devant nos micros et caméras. Mais c'est n'importe quoi, c'est un détournement clair des fonds du Parlement européen pour le travail des attachés parlementaires, donc c'est légitime. Marine Le Pen ou autres, les politiques, quand ils commettent des erreurs, ils sont comme les civils et ils doivent y passer. J'espère que la procédure ira jusqu'au bout et que peut-être ça fera reculer un petit peu les tendances qui prennent un pas assez inquiétant, je trouve, en France. Elle est jugée en tant que Marine Le Pen. Elle n'est pas jugée parce qu'elle a fait ça ou ça comme délit. C'est juste parce qu'elle est du Rassemblement national. Le Pen, ça fait peur. Voilà, pour les Français qui disent des choses différentes. Mais est-ce que le risque, ce n'est pas que la petite musique, ce soit le Rassemblement national ? C'est un parti comme les autres, au fond. Qui a les mêmes problèmes que les autres, les mêmes ennuis judiciaires. La dureté avec laquelle le parquet a requis un certain nombre d'éléments et un certain nombre de choses démontre que la disproportion, en tout cas avec laquelle nous sommes jugés quand on voit des décisions de justice qui sont prises tous les jours, on peut se dire effectivement qu'il y a une disproportion avec, encore une fois, les réquisitions, pas le jugement. Et moi je pense qu'au-delà de ça, là on parle d'une candidate à l'élection présidentielle, qui a été encore une fois candidate 3 fois, c'est le droit des Français à voter et à décider qui est en cause. C'est au-delà du fond. Je veux dire, est-ce que pour un motif, pour un
un désaccord administratif sur l'utilisation d'assistants parlementaires. Encore une fois, je veux dire, si on parlait de quelqu'un qui avait commis des faits graves d'enrichissement personnel, qui avait utilisé l'argent du contribuable à des fins personnelles, qui avait utilisé l'argent des Français pour s'acheter des voitures, pour s'acheter des vêtements, pas de problème. Mais c'est pas le sujet. Le Parlement européen, ça a été reconnu par vos confrères du Monde, qui eux aussi, on peut pas vraiment les suspecter d'accointance avec nous. Et d'ailleurs, voyez bien que dans cette affaire, il y a un peu des gens qui viennent donner de l'eau à nos moulins, qui sont à l'opposé total de ce que nous sommes et des idées que nous défendons. Le Monde a reconnu lui-même que le Parlement européen avait diffusé, utilisé des faux en écriture pour justifier d'un certain nombre d'arguments. Je veux dire, encore une fois, on reproche à des assistants parlementaires de députés démocratiquement élus de faire de la politique. De quoi on parle là? Ok, donc on parle de ce procès, mais on parle aussi de ce livre, Ce que je cherche aux éditions Fayard. Est-ce que c'est un hasard si ce livre arrive à ce moment-là, Jordan Bardella, au moment où Marine Le Pen est dans une phase difficile? Est-ce que vous faites d'ailleurs une tournée pour ce livre? Est-ce que c'est une tournée électorale? Mais bon, ou est-ce que c'est une tournée littéraire pour le livre? Il y a plusieurs observations sur les questions que vous me posez. Est-ce que ce livre arrive par hasard? Ce livre, il arrive dans un moment qui n'est pas un moment de campagne électorale. Et je ne me suis pas dit il y a 15 jours, tiens, je vais faire un livre. Un livre, c'est plusieurs mois de travail. J'ai évidemment griffonné un certain nombre de choses tout au long de la campagne des élections européennes. Et puis j'ai consacré une partie de l'été à la rédaction de ce livre. Je pense que quand on a fait 11 millions de voix, comme ça a été le cas pour le Rassemblement national, on a évidemment des choses à dire sur la vision qu'on a de la société, sur qui nous sommes. Et moi, je ne supporte plus d'être attaqué toujours pour des idées qui ne sont pas les miennes. Et j'ai voulu faire ce livre aussi pour dire ma part de vérité, pour solder les doutes, et puis pour exposer un peu mon parcours aux Français, parce que je pense que pour réconcilier les Français avec la politique, il faut aussi parfois mieux se faire connaître. Je suis un enfant de l'immigration italienne, d'une génération issue de l'immigration qui a tout fait pour devenir français. J'ai grandi dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis, et il est vrai que le parcours qui a été le mien a un peu modelé et configuré ma vision de la société. Donc voilà, en me lisant, les Français comprendront ce que je pense, pourquoi je le pense, quelle est ma vision des choses, ma vraie vision des choses, sans filtre. C'est un tête-à-tête avec les Français, sans le prisme médiatique. Et il est normal qu'après la publication de ce livre, j'aille évidemment à la rencontre des Français. Mais si vous voulez, c'est jamais le bon moment parce qu'il y a le calendrier judiciaire, après il y a des élections, après on va être en campagne. Donc il faut bien à un moment donné que ça sorte. D'ailleurs, certains de vos détracteurs le disent. C'est le début du livre. Produire des mémoires. Non mais c'est pas des... Non mais Monsieur Dragnel, c'est pas des mémoires. J'ai pas la prétention. Qui a dit que c'était des mémoires? Bien sûr. Mais à 29 ans, pas 28, à 29 ans, on n'est pas président du Rassemblement national et on se retrouve pas en première ligne, potentiellement locataire de Matignon, comme ça a été le cas pendant la dissolution. Donc j'ai un rapport particulier au temps et je fais à 29 ans peut-être ce qu'on devrait faire à 45 ou à 50. Donc voilà, c'est pas une question d'âge, mais c'est pas des mémoires, c'est pas une autobiographie, c'est pas un livre politique, c'est un témoignage et j'ai voulu que les Français comprennent vraiment quelles sont mes idées, quelles sont mes convictions, et j'ai aussi voulu les emmener un petit peu avec moi dans les coulisses de la vie politique, parce que la politique c'est parfois violent, on est exposé, c'est pas une chose aisée d'être exposé aujourd'hui à l'ère de l'information continue, à l'ère des réseaux sociaux, et donc j'ai voulu me livrer un petit peu dans ce livre. Louis Dragnel, vous avez aussi noté des différences de ligne politique entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Et elles sont exprimées dans ce livre, justement, dans Ce que je cherche. Oui, vous expliquez à plusieurs reprises le fait que vous dites qu'il faut faut parler à tous les patriotes et indirectement faire une forme d'union des droites, aller jusqu'à la droite orléaniste. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on entend un responsable politique du Rassemblement national parler comme ça, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était Marine Le Pen qui opposait les élites avec le peuple. Est-ce qu'il faut y voir une inflexion? Est-ce que c'est vous qui essayez de donner un nouveau tournant au parti avec cette volonté vraiment de s'adresser un peu plus clairement à la droite? Non, mais moi, je me suis jamais caché de la stratégie que je pensais être la bonne pour remporter l'élection présidentielle. Je pense que Nicolas Sarkozy, en 2007... c'est dommage qu'il ait beaucoup déçu, mais il a réussi à fédérer dans un même élan et dans une même dynamique la France du travail, la France qui se lève tôt, la France des classes populaires, des classes moyennes qui n'arrivent plus à vivre dignement de son travail parce que le travail n'est pas justement rémunéré, et une partie des élites et une partie de cette élite aussi entrepreneuriale. C'est ce qu'a fait Trump aux États-Unis. Cher Trump, il a réussi encore une fois, je ne prends pas la politique de Trump pour modèle, mais dans la campagne électorale, il a réussi à fédérer à la fois le vote populaire,
qui s'était tenu éloigné de son parti pendant très longtemps. Et il s'est aussi adressé à une partie de l'élite entrepreneuriale dont Elon Musk a été le symbole et le plus illustre des modèles. Donc, moi, je revendique d'aller encore plus loin. Et je pense qu'il y a beaucoup... Mais comment ne pas être pro-business ? Je pense qu'on affrontera demain le mur de la dette et que la France restera la France au XXIe siècle si on est capable à la fois de faire en sorte que le travail paye mieux, de défendre le pouvoir d'achat de ceux qui se lèvent tôt, des classes populaires, des classes moyennes, mais si aussi on est capable de porter un esprit de puissance et d'aller à la conquête des grands défis du XXIe siècle. L'industrie, l'intelligence artificielle, l'automobile, la question environnementale. Enfin, moi, je pense que l'écueil de notre camp, ce qu'on appelle plus largement le camp national, est de toujours avoir expliqué que c'était mieux avant. Moi, je veux dire aux Français que ça sera mieux demain et j'essaye de dessiner aussi un projet de société très optimiste pour l'avenir autour d'un concept qui me semble devenu complètement sur lequel il y a une omerta totale aujourd'hui, c'est celui de fierté française. Moi, je suis fier de mon pays, je suis fier de ma culture, je suis aussi fier évidemment de mes origines européennes, mais je pense qu'on a le plus beau pays du monde et je cite dans ce livre cette phrase de Jean Dujardin, qui est un acteur que j'aime beaucoup et qui résume tout. Il dit le problème de la France, c'est que ce pays ne s'aime pas suffisamment. Et moi, je veux que les Français aient conscience que nous avons l'un des plus beaux pays du monde, qui est face à des difficultés existentielles aujourd'hui, et que les choix que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur l'agriculture, sur l'immigration, sur l'industrie, détermineront si oui ou non la France vivra ou disparaîtra au XXIe siècle. Or, moi, mon combat vise à faire en sorte que la France ne disparaisse pas. Donc j'aime mon pays, je suis fier de le dire et je veux qu'on puisse renouer avec cet esprit de puissance et avec la croissance. Jordan Bardella, dans ce livre, Ce que je cherche chez Fayard, vous faites aussi une petite autocritique sur ce qui s'est passé lors des dernières législatives, notamment à propos de ces candidats RN qui ont été désignés à la hâte et vous racontez dans quelles circonstances vous avez été pris de court par une dissolution que pourtant vous avez réclamée pendant toute la campagne. Vous avez dit quelques candidats hasardeux... Pas 3 semaines après les européennes, mais... Quelques candidats hasardeux qui ont tenu parfois des déclarations graves et condamnables, ils décrédibilisèrent notre mouvement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire que vous avez expurgé le parti, le Rassemblement national, de toutes les tendances antisémites ou de ces candidats-là qui ont décrédibilisé votre parti? Il y a eu dans cette élection des erreurs de casting, je l'ai dit et je le reconnais dans le livre. Je veux dire que sur 1154 candidats, titulaires et suppléants, qu'il a fallu investir, non pas en 6 mois, parce que normalement une élection législative, vous avez 6 mois pour bosser sur les dossiers d'investiture, pour choisir les meilleurs candidats, pour parfois faire des auditions quand il y a plusieurs candidats de très bonne qualité. Et il y a eu une poignée de candidats, une dizaine de candidats qui ont tenu des propos où on a retrouvé, on a écumé sur les pages Facebook il y a 10 ans, il y a 15 ans, des propos qui ne reflétaient pas les valeurs du Rassemblement national et qui ne reflétaient pas ce que je pensais, ce que pensait Marine Le Pen et quelle était notre ambition pour la France. Mais je veux dire, ça arrive dans toute organisation humaine et donc je fais une forme de mea culpa en disant que évidemment ces candidats-là que tous les Français ont vus parce que ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, moi ça me fait pas plaisir, parce que comme je l'explique dans le livre, la politique c'est difficile, j'assume d'être en première ligne, c'est un vrai sacerdoce, c'est beaucoup de sacrifices aussi sur sa vie personnelle, sur ses libertés personnelles. Et donc quand on fait ça et quand on se donne matin, midi et soir pour une cause, pour des idées, pour les Français, et que quelques personnes par des déclarations qu'on ressort viennent évidemment nuire à votre combat et à votre parti, oui ça me fait mal. Et donc je n'ai pas eu la main qui tremble lorsqu'il a fallu, il y a quelques semaines lors des commissions des conflits, écarter ces candidats du Rassemblement national. Mais je dis juste, la leçon, c'est quoi la leçon? La leçon c'est que... Il n'y aura plus de candidats comme ça. Non, c'est impossible. Mais est-ce que... en place un système qui empêche la possibilité qu'un candidat comme ça puisse être investi à des élections. Plus on se rapproche du pouvoir, plus on s'y prépare. Mais est-ce que vous pouvez vous prendre l'engagement que dans cette belle maison qu'est Europe 1, à CNews, il n'y aura jamais demain de problèmes personnels, de conflits entre les gens, de gens qui, à 25 ans, auront tenu des propos sur tel ou tel réseau social. Enfin, vérifie. Je veux dire, ce qui compte, si vous voulez... Non, mais la bonne foi, mais moi aussi, je vérifie. Et je veux pas, si vous voulez... Vous avez écarté je veux pas, si vous voulez, que 10 candidats... Vous avez mis en place un dispositif, un système qui fait que c'est impossible. Je veux pas, monsieur Dragnel, que 10 candidats sur 1154 candidats viennent ternir l'image de centaines de candidats qui sont irréprochables. Et mon combat dans cette élection, dans cette année 2024, ça a été de faire en sorte que le Rassemblement national d'abord puisse apparaître tel que l'on est vraiment. Et j'ai voulu aussi faire ce livre pour dire aux Français qui ont encore des doutes à notre égard, arrêtez d'écouter les caricatures, arrêtez d'écouter le prêt-à-penser, les couvertures du Nouvel Obs ou de Libération et allez vraiment lire ce que je pense vraiment, ce que j'ai vraiment au fond des tripes et au fond du cœur. Et en lisant ce livre,
j'ai essayé d'être honnête. Voilà, j'ai voulu dire ma part de vérité, j'ai voulu dire j'assume ce qui a fonctionné en 2024 et j'ai voulu que le Rassemblement national parle à des millions de Français à qui on n'a jamais parlé. Mais j'ai voulu aussi dire, voilà ce qui n'a pas marché, et donc j'assume ce qui a fonctionné en 2024, et aussi ce qui n'a pas fonctionné. Et quand on est chef, on assume ce qui fonctionne, mais on assume aussi les échecs. D'ailleurs, Jordan Bardella, on a noté que vous n'avez pratiquement pas parlé dans ce livre de Jean-Marie Le Pen. C'est le grand absent du livre. Mais je préfère parler de 2050 et de 2040 plutôt que de regarder ce qu'on a pu être. Mais en revanche, je n'ai aucune difficulté à admettre que si aujourd'hui il y a des gens qui de bonne foi ont encore peur, parfois sur certains aspects du projet du Rassemblement national, moi j'ai beau être de bonne foi, mais c'est vrai que les outrances qui ont pu être celles parfois du Front National, c'est vrai que ça n'aide pas, et donc il y a eu des maladresses de notre part, il y a des attaques très virulentes de la part du système, et j'essaie d'être juste, et je dis aux Français, attaquez-moi, critiquez-moi, jugez-moi, combattez-moi sur mes idées, mais pas sur la caricature. Et donc, moi, je suis un homme de ma génération. J'ai rejoint le Front National en 2012. J'avais 16 ans à l'époque pour Marine Le Pen, parce que j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, que j'ai été confronté très tôt à l'insécurité, à la violence, au trafic de drogue. Ma mère gagnait un petit peu plus que le SMIC. Et si je me suis engagé, c'est aussi parce que j'ai cette fibre sociale et que je ne veux pas que tout mon pays ressemble au quartier de Seine-Saint-Denis dans lequel j'ai grandi. Jordan Bardella, précisément en Seine-Saint-Denis, dans moins de 2 heures, aura lieu le coup d'envoi du match France-Israël. Rencontre sous haute sécurité, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur l'équipe israélienne. 4000 policiers et gendarmes déployés. Est-ce que vous serez présent à ce match ? Est-ce que c'est important pour vous d'y être ? Non, je ne serai pas présent à ce match, mais parce que je n'ai pas pris de place pour ce match. Mais en tout cas, je le suivrai évidemment. Et je pense que la décision du président de la République et du Premier ministre, qui eux représentent évidemment l'État et la République, soit présent, c'est un symbole qui est très fort. Et c'est un symbole qui, à mon sens, était nécessaire. Ce dispositif policier majeur qu'on est en train de mettre en place, c'est-à-dire de barricader l'intégralité de la ville de Saint-Denis. D'abord, moi, je connais bien cette ville parce que je le raconte dans le livre, j'ai grandi à Saint-Denis. Mon lycée était à quelques mètres du Stade de France et ça en dit long sur la manière dont l'idéologie islamiste a pénétré la société française, la manière dont elle a érigé d'innombrables quartiers, notamment des quartiers de Seine-Saint-Denis, en des territoires post-France, où les lois de la République ne s'appliquent plus et où l'idéologie du Hamas fait déjà partie des murs. Et c'est ça que... Moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai essayé d'insister depuis le 7 octobre, c'est de dire à mes compatriotes, vous pensez qu'on a le temps, mais on n'a pas le temps. Et notre pire ennemi, c'est le temps qui passe. Parce que l'idéologie du Hamas, l'idéologie qui a massacré des civils en Israël, des innocents, le 7 octobre dernier. Et je ne rentre pas là dans les débats géopolitiques, dans l'intensité de la réponse israélienne. Je veux juste dire à mes compatriotes, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, regardez les horribles attentats que nous avons vécus sur notre sol. Le Hamas est déjà sur notre sol et vaincre l'idéologie islamiste, engager un combat à la fois par les armes politiques, par la loi, mais aussi sur le terrain culturel, face à une idéologie qui ne veut pas se séparer, mais qui veut conquérir la société française, c'est l'un des plus grands défis qui se posent à notre société. Et c'est vrai que il y a beaucoup de nos compatriotes qui, dans ces quartiers, ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi. Et il y a beaucoup de nos compatriotes de confession juive qui ont quitté la Seine-Saint-Denis. Quand on voit un dispositif policier pareil, quand on voit un tel déploiement de force, il y a 2 possibilités. Soit on se dit, c'est très bien, le match va pouvoir se dérouler en bonne sécurité. Et il y a une autre analyse possible qui est de se dire, c'est très bien, c'est un pansement, mais maintenant il faut s'attaquer aux racines du mal pour éviter qu'à l'avenir, tous les matchs de football dans lesquels il y a un membre de l'équipe d'Israël qui joue, on soit systématiquement obligé de mettre en place un tel dispositif. Ça fait 15 ans qu'on entend ça. Moi, je me souviens quand je suis entré en politique, c'est quelques jours après l'attentat commis par Mohamed Merah à Toulouse et à Montauban contre des civils, contre des enfants, contre des militaires français. À chaque fois, on ne dit plus jamais ça. À chaque fois, on allume des bougies en disant « c'est bon, on a compris ». Mais on ne peut pas vaincre une idéologie qu'on refuse de combattre. Il y a des mosquées radicales dans notre pays par centaines, elles ne sont pas fermées. Il y a 4500 individus qui sont fichés dans notre pays, suivis pour leur proximité avec le fondamentalisme islamiste, ils ne sont pas expulsés. Il y a des dizaines d'associations, dont certaines ont refusé de signer la charte de la laïcité qui avait été proposée par le gouvernement, comme un pacte avec la République, qui sont toujours en activité aujourd'hui. Moi, vous savez, et je le raconte un peu dans ces confidences, dans ces confessions que j'ai voulu faire aux Français, qu'on est regardé un peu avec bizarrerie de l'étranger.
Quand on discute avec des représentants, des élus de certains pays arabes, ils vous disent mais vous êtes bien faible avec cette idéologie. Quand il y a des attentats islamistes en Tunisie, en Égypte, on ferme les mosquées radicales, on traque les frères musulmans. Aux Émirats arabes unis, qui est un grand pays, avec lequel la France a des liens très importants, des liens industriels, des liens commerciaux très importants. Ils viennent nous dire mais les frères musulmans chez nous, ils sont une organisation terroriste. Ça n'est pas le cas dans votre pays. Et on est plus faible à l'égard de cette idéologie que ne le sont certains pays du Maghreb ou certains pays du Moyen-Orient. Donc, je pense que ce que vivent les Français, ça n'est pas une fatalité. Et moi, je veux juste leur dire que c'est la conséquence de choix politiques. Et que si dans d'autres pays, on fait différemment, alors on peut faire différemment en France. Il faut juste avoir un peu de courage, un peu de volonté. Et dans le temps qui vient, surtout un peu de caractère. Jordan Bardella a été l'invité de Punchline sur CNews et sur Europe 1, ce que je cherche aux éditions Fayard. Merci à Louis de Ragnel. Merci à vous. Dans un instant, Pierre de Villeneuve sur Europe 1 pour Europe 1 Soir et Christine Kelly pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux